les impératifs et les bonnes pratiques de la gestion de crise cyber. Avec le général Boger, moi j'ai retenu 2 mots d'ordre, je ne sais pas si vous avez retenu les mêmes, c'est celui de la coopération et celui de l'anticipation. On a eu aussi d'autres interventions qui ont mis l'accent sur la nécessité d'adapter son organisation de crise, de permettre la continuité et la reprise d'activité. On a beaucoup insisté sur l'importance de la communication de crise, qui nous a été rappelée sur plusieurs tables rondes. Et en fin de matinée, un focus a été fait sur l'assurance cyber et le rôle des assureurs, notamment dans la prévention, dans la préparation, avant même d'être dans la réponse. L'après-midi, on était plutôt sur un format table ronde et l'intervention de M. Casal, où on a repris le rôle du juridique, une fois de plus la communication de crise et la notion d'antifragilité. Alors pourquoi je rappelle tout ça? Parce que tous ces éléments, en fait, c'est ce qu'un décideur va se retrouver confronté à en situation de cybercrise. C'est-à-dire qu'il va se retrouver face à de nombreux enjeux, à de nombreuses parties prenantes, avec chacune ses attentes, ses impératifs, et surtout dans une situation qui est marquée par l'urgence, qui est marquée par l'incertitude, et qui est marquée, on le veuille ou pas, par le stress. Donc, nous avons souhaité conclure cette journée sur la question de la coopération entre les experts et les décideurs, et dans le cadre d'une gestion de crise cyber. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Odile Crinon, Cathy Loiseau et Michel Séjean. Alors, Marie-Odile Crinon, tu es administratrice du CLUSIF, où tu apportes ton expertise, surtout en pilotage de crise et en maîtrise du risque cyber. Tu participes au comité du programme du CLUSIF et tu interviens dans les conférences du CLUSIF. Par ailleurs, tu es présidente du cabinet MRC2, qui est spécialisé dans le management des risques et des crises cyber, que tu as fondé en 2014. Tu conseilles les entreprises dans leur stratégie de cyber-résilience, qui va de l'analyse de risque aux réponses, en passant par la sensibilisation, les exercices de crise, etc. Tu es également auditrice à l'IHEDN et à l'IHEMI et colonel de réserve citoyenne. Cathy Loiseau, tu as plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique, sur des postes qui sont passés de consultant technique, chef de projet, à celui que tu occupes aujourd'hui de responsable de la sécurité des systèmes d'information. Moi, je te connais surtout pour ton appétence au partage de l'information, au partage des compétences avec la communauté cyber, qui te suit nombreuses sur un réseau tel que LinkedIn. Et tu participes régulièrement à des groupes de travail, à des tables rondes, à des conférences. Tu écris des articles et tu donnes des cours dans des masters de SSI. D'ailleurs, je lance un appel aux directeurs de programme et aux enseignants. Si vous cherchez une super intervenante, tu avais exprimé, je pense, hier, ta volonté d'intervenir dans des écoles. Par ailleurs, tu es membre active du CEF6, donc le Cercle des femmes de la cybersécurité. Aujourd'hui, on est en force, c'est bien, qui a pour mission de promouvoir et de faire progresser la présence et le leadership des femmes dans les métiers relatifs à la sécurité des systèmes d'information. Michel Séjean, tu es professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles à l'Université Sorbonne Paris-Nord, où tu es en poste désormais. Voilà, je me dis là, ma fiche, elle n'est pas à jour. Tu es chercheur associé à la chaire cyber que tu évoquais un peu plus tôt dans l'après-midi à l'IHEDN et auditeur de la session nationale souveraineté numérique et cybersécurité de toujours l'IHEDN. On te connaît surtout pour le travail de Titan sur le code de la cybersécurité, le fameux DALOS, dont tu es le directeur scientifique, tant pour les versions papier et numérique, et donc dont la première édition est encore toute fraîche, elle date de juin 2020. Alors, pour commencer cette table ronde, je vous propose qu'on commence à réfléchir à la prise de décision en situation de crise. Alors, ma première question, elle est à toi, Marie-Odile. La prise de décision en situation de crise, elle se heurte souvent à l'irrationnel, aux peurs, mais aussi aux biais cognitifs. Et les cyberattaquants profitent parfois de ces failles, des failles de communication, on l'a vu un peu plus tôt, mais parfois des biais cognitifs pour justement chercher à déstabiliser les institutions victimes. Dans ton expérience de conseil, mais aussi dans les travaux du CLUSIF,
est-ce que tu as répertorié des types de difficultés que peuvent rencontrer les décideurs et comment peut-on les surmonter? Merci Nathalie pour cette introduction. Alors moi, je suis un peu impressionnée. Je crois que c'est la première table ronde à laquelle je participe, dans laquelle 3/4 des intervenants sont des femmes dans le monde de la cyber. Excusez-moi, il fallait que je le souligne, c'est suffisamment rare. C'est un petit clin d'œil aux médias qui ont toujours tendance à resservir les mêmes stickers. Je ferme la parenthèse. Donc, tu as raison de rappeler, en fait, nous, en pilotage de crise, on considère qu'il y a 5 gestes essentiels. D'abord, bien sûr, organiser le dispositif de crise, les bonnes personnes avec les bons outils, arriver à qualifier l'incident et tous ses impacts, que ce soit des impacts humains, que ce soit des impacts financiers, des impacts juridiques. La troisième chose, c'est la décision, et je vais y revenir, la prise de décision dans la certitude, la communication, bien sûr, et puis l'anticipation, surtout quand on a un hacker en face, arriver à garder toujours une longueur d'avance par rapport à lui. Et c'est vrai que à travers les accompagnements, les retours d'expérience qu'on a pu avoir sur des pilotages de gestion de crise, et en particulier de crise cyber, on a quand même remarqué que souvent, la phase de qualification qui dure longtemps, parce qu'on qualifie, on requalifie, et les prises de décision sont souvent entachées par ce qu'on appelle des biais cognitifs. À savoir qu'on a autour de la table, là où les cellules de crise, un certain nombre d'individus qui ont, comme nous tous, un vécu, une expérience, des valeurs. Et ça, c'est juste à savoir, c'est ni négatif ni positif. Et en fait, chacun, avec son biais et ses biais, on peut influencer cette qualification de décision. Et je vais revenir sur 3 biais qui me semblent vraiment essentiels en gestion de crise. Le premier, c'est le biais de similarité. En fait, quand on a un attaquant en face de nous, on est quand même dans une situation de stress importante, comme dans toutes les crises. Et le fait de pouvoir se rattacher à une situation qu'on connaît, une situation de crise qu'on a connue, en fait, c'est au moins un truc qui nous rassure dans ce moment difficile. Et on a tendance à faire le copier-coller à la fois dans la qualification et la prise de décision. C'est un petit peu si on allait faire la guerre aujourd'hui avec les mêmes techniques qu'en 1870. Le contexte a changé, l'armement a changé, etc. Ce qui n'arrive jamais, c'est bien connu. Vous avez raison. Le deuxième biais qu'on rencontre beaucoup, en fait, c'est le biais de conformité. À savoir que quand arrive le moment de la prise de décision, est-ce qu'on coupe les accès ou ce genre de choses, est-ce qu'on évacue notre personnel, etc., on est souvent, en fait, dans le chef a dit, donc on fait. On le voit surtout dans les comités de direction où le boss a une forte personnalité. On retrouve bien les styles de management à travers ça. Finalement, à un moment, même si on n'a pas eu le temps de faire le tour de table et écouter une petite musique de fond, ce biais, je dirais, un petit peu d'autorité, on le retrouve souvent. Et le troisième biais, et là, je vais peut-être me faire quelques ennemis dans la salle, mais je vais assumer, c'est le biais d'expertise. Par exemple, en cyber, ça peut être le CISO, le RSSI qui arrive, qui propose un scénario, une décision, et finalement, sans regarder les impacts économiques, les impacts juridiques, les impacts financiers, on y va. Ou pour prendre quelque chose qu'on a tous connu récemment, la crise Covid, on n'écoute que les médecins. Beaucoup de respect pour les médecins, ce n'est pas le sujet, mais cette crise, elle a d'autres impacts que le médical pur et dur, elle a des impacts sociaux et des impacts économiques. Et je dirais que ce biais d'expertise, il faut faire très attention. Et par rapport donc, à ces 3 biais principaux, et il y en a d'autres, dans la qualification et la prise de décision, nous, en fait, quand on entraîne, on forme un peu les dirigeants à la gestion de crise, on lui dit, les biais, il nous dit souvent amis ou ennemis. Je dis, c'est ni l'un ni l'autre. Il faut savoir autour de vous qu'il y a chacun ses biais. Il faut connaître votre équipe. Plus elle est diverse, plus les biais vont se compenser. Et par contre, il y a des techniques assez simples pour contrer ces biais. Élargissez votre horizon de questionnement et aux gens autour de la table, permettez-leur des hypothèses originales. Peut-être que vous vous rappelez l'incendie de Notre-Dame. À un moment, soit vous avez vu le film, soit vous connaissez un petit peu le retour d'expérience. Il y a un jeune sergent qui ose, à un moment dans un brief, s'adresser à un officier supérieur et lui dire, chef, on peut peut-être tenter quelque chose par la tour nord, et c'est quand même comme ça, et grâce à lui, parce qu'on a décidé d'engager 8 hommes dans cette aventure, pour qu'on a pu sauver Notre-Dame. Et donc, il y a un chef qui a permis à un jeune sergent de s'exprimer, faire qu'il a osé cette hypothèse, qui était quand même assez risquée et originale. Donc voilà, donc ces biais, encore une fois, il faut les connaître.
C'est ni ami ni ennemi, et puis surtout, il faut avoir des techniques, je dirais, de questionnement assez simples pour arriver à les exploiter au mieux et positivement. Merci. Michel Séjean, dans ta pratique de chercheur, là, voilà, une forme de prise de hauteur, à quoi sert la composante juridique? Comment est-ce qu'elle s'intègre dans la prise de décision? Alors, elle s'intègre de plein de manières qui ont été évoquées par les intervenants d'aujourd'hui, très souvent dans le temps court. Et beaucoup d'intervenants ont déjà évoqué cet impact du juridique dans la prise de décision dans le temps court. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce que ça a été très bien dit. Mais moi, en tant qu'enseignant-chercheur, surtout en tant que chercheur, mon travail, c'est plutôt de proposer des travaux de recherche qui utilisent le temps long pour pouvoir ensuite les proposer, qui soient à disposition au moment de la crise. Quelque chose qui a été donc conçu sur le temps long pour servir dans un moment de crise. Et le problème du juridique, c'est un problème qui n'est pas lié uniquement à la cyber, qu'on voit dans tout, c'est ce qu'on appelle l'inflation normative, c'est-à-dire la multiplication des textes qui fait qu'on a un déluge de textes en permanence. Et en cyber, c'est encore pire parce qu'on a un déluge de données et un déluge de textes. On doit jongler avec l'ensemble. En matière de cyber, la plus grande difficulté qu'on a pour préparer, grâce à un travail de temps long, les équipes à faire face à une crise, c'est qu'on ne savait pas où trouver les textes de droit de la cybersécurité, parce qu'ils étaient éparpillés dans 12 codes différents, code de commerce, code pénal, code de procédure pénale, code de la défense, code de la consommation, enfin bref, plus une centaine de lois non codifiées, plus 600 conventions internationales environ, qui parlent à la fois de cyber et de non-cyber, comme par exemple des conventions sur les câbles sous-marins, il faut pas marquer cyber dedans, mais on sait bien que c'est quand même très important, ou des conventions sur l'espace extra-atmosphérique, le problème des satellites, il n'y a pas le cyber dedans, mais ça en parle quand même beaucoup. Et donc la difficulté, c'est que si on veut préparer des équipes à être prêtes pour la crise, il faut qu'elles puissent avoir un accès pratique au droit, un accès matériel au droit, et une fois qu'elles ont ouvert les textes, il faut qu'elles puissent les comprendre, donc c'est un accès matériel et aussi un accès intellectuel. Et c'est pour ça qu'avec la chaire cyber de l'IHEDN et puis l'université dans laquelle j'étais avant, l'université de Bretagne Sud à Vannes, on a préparé avec le général Batin-Augouard un code de la cybersécurité qui rassemble l'ensemble de tous ces textes dont je vous ai parlé et qui les ordonne dans 3 grandes composantes pour pouvoir mieux les identifier. D'abord, le droit de la SSI, donc tout ce qui est prévention et réaction aux cyberattaques en mettant en place des plans de gestion de crise, des plans de réponse à incidents, en étant diligent dans toutes ces actions, en créant un certain nombre de contrats pour prévenir tout ça. Et ce droit de la SSI, il y a aussi tout le droit de la certification de produits cyber, que ce soit au niveau des règles de droit interne, mais aussi des règles de droit de l'Union européenne et des règles internationales. Parce qu'on a tout ça qui s'accumule. Le deuxième volet, c'est le droit de la lutte contre la cybercriminalité en pénal et procédure pénale, où là, on va avoir la criminalité par les ordinateurs, donc celle qui existe sans le numérique, mais qui est amplifiée par le numérique. Je pense à l'extorsion, le chantage. On peut très bien en faire sans avoir du numérique, mais quand on a du numérique, ça amplifie beaucoup. Et puis les infractions contre le numérique, où là, on vise directement le numérique, comme par exemple notre PETIA qui va se présenter comme un rançongiciel, mais qui est en fait un effaceur de données et qui est là pour des questions de déstabilisation. Donc vraiment, on cherche à viser les machines. Puis le dernier compartiment, c'est le droit de la cyberdéfense avec tout ce qui est droit des opérateurs d'importance vitale, opérateurs de services essentiels, à leur renseignement, à leur programmation militaire, et puis les conventions internationales entre États. Une fois qu'on a cet accès matériel, il faut lui donner aussi un accès intellectuel, donc commenter les décisions, les mettre en langage le plus clair possible, pour que même les non-juristes, qui ont quand même des contraintes juridiques, puissent se renseigner sur le droit qui leur sera applicable au moment de la crise. Et on en parlera tout à l'heure sur les obligations de notification, mais préparer ça, ça se fait par le temps court, mais ça se fait aussi par le temps long, grâce à la recherche, et je pense que c'est un message important aussi à faire passer. Donc, merci de me donner l'occasion de le dire. Tout à fait, merci Michel.
Cathy, on va s'interroger sur le rôle du RSSI en situation de crise, mais notamment donc, par rapport à la prise de décision, comment est-ce qu'on peut mener parallèlement et parfois en même temps la recherche de causes et de solutions? Les gens n'ont pas le choix. Le RSSI va avoir vraiment un rôle de coordination. Il va chercher les experts, en fait, parce que vous n'avez jamais les bonnes personnes qu'il vous faut le jour J. Donc, le RSSI, c'est vraiment lui qui va passer les coups de fil, qui va trouver les experts qui vont vous aider dans cette crise. Il va coordonner les équipes, les différentes équipes opérationnelles. C'est important qu'il soit très présent auprès des opérationnels pour qu'il y ait ce lien humain et que les gens sur le terrain ne se sentent pas un petit peu abandonnés. Il va avoir un énorme rôle de synthèse aussi auprès de la direction pour rendre compréhensible des mots qu'ils ne connaissent pas. Il va avoir un rôle de reporting parce qu'il faut bien que quelqu'un prenne des notes parce qu'après la crise, il va falloir faire un rapport. Il va être le lien avec les autorités, les régulateurs, avec les clients, avec la communauté cyber. Donc, il a un rôle très étendu. Est-ce qu'il peut arriver que le RSSI et le décideur, par exemple, soient divergents sur une décision? Moi, je ne l'ai pas vécu. J'ai cette chance. Ou ce talent, c'est pas de chance. Oui, c'est peut-être. Alors après, ça peut faire quelque chose que tu as dit, c'est-à-dire que j'ai remarqué quand même que dans ces situations, les décideurs, finalement, se réfèrent aux experts. Et donc, ils ont confiance dans les personnes qui sont là pour les conseiller. Et souvent, ils suivent les orientations qu'on leur propose ou éventuellement les orientations que les autorités aussi vont leur proposer. Maintenant, si vraiment il devait y avoir divergence, c'est le décideur qui va garder le point, ça c'est sûr. Bon, merci. En préparant cette table ronde, on a aussi beaucoup parlé de l'anticipation. Donc, je me tourne une fois de plus vers toi, Michel. Les lois obligent les institutions victimes, les institutions, les organisations victimes de cyberattaques à des déclarations aux régulateurs, mais avec des timings extrêmement précis. Or, parfois, on n'a pas toutes les informations, il y a de l'incertitude tant sur les causes que sur ce qui est en train de se passer. Comment est-ce que la fonction juridique peut tenir compte de l'incertitude ou des informations manquantes? Alors, non seulement elle peut en tenir compte, mais elle doit en tenir compte, parce qu'en réalité, quand on est frappé par une cyberattaque, ou ça peut être aussi une fuite de données par négligence, mais notre cas d'usage, c'est la cyberattaque, il y a un grand nombre de démarches à faire en fonction du type de données qui a fuité. Si ce sont des données personnelles, il y a des notifications à faire à la CNIL dans les 72 heures de la prise de connaissance de la fuite de données. Il faut informer aussi les personnes dont les données personnelles ont fuité. Si en plus à ces données personnelles s'ajoutent des données bancaires, il faut prévenir l'autorité de contrôle prudentiel de régulation, la CPR. Et là, les délais sont différents. Si en plus viennent dedans, dans le lot de données ayant fuité, des données de santé, il faut prévenir l'autorité régionale de santé dans un délai qui est encore différent. Et si en plus dedans, il y a des données qui peuvent être potentiellement dangereuses pour la nation et aussi qui mettent en jeu des droits humains, il faut prévenir l'ANSSI, encore dans des délais différents, et les délais diffèrent encore pour une seconde raison, c'est en fonction de qui on est. C'est-à-dire que les délais ne sont pas les mêmes si on est un OIV ou si on n'est pas un OIV. Donc, il y a toute cette grille à prendre. Il faut bien la connaître avant, d'abord. Donc ça, c'est la question de la préparation, de la prévention, de la protection. Et la question de l'anticipation, et je l'ai appris grâce à Marie-Odile, merci, parce que c'est vraiment une distinction qui a été éclairante en préparant cette table ronde. Je ne faisais pas toujours la différence entre prévention et anticipation. Et en préparant la table ronde, on a eu une discussion très intéressante avec Marie-Odile qui disait, mais non, ce n'est pas la même chose. La prévention, c'est ce que tu fais avant la cyberattaque. Et une fois que tu es frappé par la cyberattaque, tu ne sais pas comment elle va se fragmenter, comment elle va continuer d'essaimer. Et une fois que tu es tapé, il faut que tu puisses anticiper la suite. Et là, typiquement, dans l'anticipation, moi, ce que je vous dirais par rapport à cette grille multiple
de notification qu'il faut faire, c'est que ça commence par une fuite de données personnelles, mais le juriste, il doit tout de suite anticiper que peut-être après, on va découvrir une fuite de données bancaires ou une fuite de données de santé. Et donc, son rôle, c'est pas juste de dire, ouf, il n'y a que des données personnelles, on a 72 heures. C'est de se dire, il faut tout anticiper maintenant que la crise est arrivée, préparer le pire. Et donc, il faut préparer toutes les notifications possibles au cas où l'ensemble de la grille est touché et qu'il faille notifier l'ANSSI, la CPR, l'ARS et la CNIL. Est-ce que j'en profite pour poser une question qui nous arrive aussi par le chat? Est-ce que tout ça rentre dans le cadre d'une certification ISO 27001 je lis, qui parle de relations avec les autorités là-dessus? Marie-Odile, tu connais peut-être un peu plus ISO 27001, mais... Non, pour moi, là, tu parlais d'obligations légales. Oui. Il faut bien différencier d'une norme d'organisation, d'une gestion de crise, d'une continuité d'activité. En fait, et d'ailleurs, c'est l'occasion de le dire, dans le code de la cybersécurité, vous ne trouverez pas les normes ISO 27000 et compagnie, parce que pour moi, enfin pour nous, ce sont des normes privées. Elles ont tout leur intérêt, mais elles sont privées au sens qu'elles ne sont pas prises par un législateur ou un pouvoir gouvernemental. Il n'y a pas de légitimité démocratique à une norme ISO. Simplement, ce sont des instruments utilisés par les opérateurs entre eux pour orienter leur comportement sur le plan technique et pas seulement sur le plan juridique d'ailleurs. Et donc, on ne peut pas les reproduire, sinon le code il ferait 36 tomes, hein, c'est pas du tout le but. Là, moi, ce dont je parle pour la grille dont je vous ai parlé, ce sont des obligations qui sont soit législatives, soit réglementaires. Donc législative Parlement, hein, Assemblée nationale, Sénat, et puis réglementaire par le gouvernement qui agit par des décrets, des arrêtés et des éléments comme ça. Et c'est ça dont j'ai parlé. Là, vraiment, on ne peut pas prévoir une clause dans un contrat qui dise on est d'accord, on n'aura pas à notifier à la CNIL. Je veux dire, ça s'impose à vous de le faire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... si tu veux bien garder le micro, Marie-Odile. En fait, toujours sur cette question de la fonction d'anticipation, comment est-ce que la fonction d'anticipation peut aider à la prise de décision en situation de crise? Alors, effectivement, on voit de plus en plus dans les dispositifs de crise et dans les cellules de crise apparaître une fonction ou une sous-cellule d'anticipation. Je vais prendre un exemple qui va nous éclairer avant de revenir sur la cyber. Vous prenez un feu de forêt dans un endroit un peu escarpé, vous avez un PC opérationnel de pompiers qui se met, je dirais, à l'entrée de cette zone escarpée pour pouvoir diffuser ses hommes, ses moyens et piloter l'attaque. Et vous verrez que souvent, à côté de cette cellule opérationnelle, il y a de plus en plus une sous-cellule anticipation. En fait, vous allez retrouver des gens de l'ONF, des gens de la météo, en fait, dont le job, en fait, est de regarder les phénomènes météo à venir. Moi, je l'ai vu en Provence, dans le sud-est, du Mistral, un retour d'Est, etc. Les gens de l'ONF qui connaissent les essences qui sont plantées dans ce massif, des chênes, des vignes, des pins, etc. Et qui vont pouvoir aider, en fait, les pompiers, en fait, à prédisposer des moyens ou des endroits où le feu n'est pas encore, mais va arriver dans les heures, la demi-journée ou même les 24 heures, et donc faire appel à plus de canadaires, plus d'hélicoptères, etc. C'est exactement pareil pour la cybercrise aujourd'hui. On voit apparaître de plus en plus cette sous-cellule d'anticipation. 2-3 personnes. L'idée, en fait, encore une fois, on a un attaquant en face de nous qui veut nous balader, nous emmener quelque part. Donc déjà, l'idée, c'est de garder un coup d'avance par rapport à lui. Et donc, on met 2-3 personnes qu'on essaie non pas d'isoler, mais de sortir un petit peu du stress opérationnel de la gestion de crise, et dont le job, en fait, va être de, je dirais, 3 choses essentielles pour moi. Identifier les facteurs d'aggravation possibles. Vous savez, quand on est dans une cybercrise, il y a des facteurs endogènes et exogènes d'aggravation. Est-ce que c'est une crise systémique? Est-ce qu'on a affaire à un buzz médiatique en plus de la cybercrise, ce genre de choses? Et puis des facteurs endogènes dans votre propre organisation. Typiquement, vous manquez de compétences, vous avez une vulnérabilité dans votre système d'information, votre PCA ne fonctionne pas et la continuité d'activité est un peu les cas de fer en l'air, si je puis dire. Je sourire Cathy, elle ne s'écoche pas. Et donc, à partir de cette liste de facteurs d'aggravation endogènes et exogènes, l'idée, c'est d'en sélectionner un certain nombre et de bâtir 2 ou 3 scénarios d'aggravation. Et en face de ce scénario d'aggravation, de prévoir des plans d'atténuation que vous allez soumettre au directeur de crise, la cellule stratégique de crise, en lui disant, chef, voilà un petit peu les 2-3 choses qu'on a identifiées en termes d'aggravation.
Si on les combine, on pourra arriver à ça. Et donc, on vous propose de prendre maintenant cette décision. Alors, maintenant, je vais mettre le Canadair, maintenant, je vais mettre le camion de pompier à 2 km d'ici, pour que demain matin, ce soit un peu moins douloureux que ce que le hacker a envie de nous en faire, etc. Donc, c'est ça, en fait, le job. Alors, la question souvent me dit, mais comment on arrive à staffer cette cellule d'anticipation? Alors, soit on sort 2-3 personnes de la cellule de crise. Alors, je dirais qu'il faut à la fois des créatifs, parce qu'arriver à se projeter, à identifier ces facteurs d'aggravation et bâtir des scénarios, ça demande un petit peu de créativité. Ensuite, il faut passer par la case synthèse, parce qu'il faut arriver à les combiner et en faire une synthèse de scénario. Et puis ensuite, il faut avoir du leadership pour arriver à convaincre le directeur de crise. Et souvent, en fait, ce qu'on conseille, c'est que ces 2-3 personnes qu'on retire de la cellule de crise, on les fasse aider éventuellement d'un ou 2 experts qui ne sont pas directement dans le pilotage de crise, mais qui sont des experts du sujet, pour éclairer un peu ces 2-3 personnes et arriver à faire ce travail en 3 temps. Cathy, sur cette fonction anticipation, quel rôle le RSSI peut y jouer? Est-ce que tu as des bonnes pratiques qu'on pourrait partager avec les professionnels DSI qui nous écoutent? Déjà, je trouve ça très intéressant ce que tu viens de dire parce que moi, je n'avais jamais entendu parler de cette cellule d'anticipation. Et c'est vrai que quand on est confronté à une crise, on a quand même du mal à anticiper. Donc, il faut vraiment des experts parce que chaque jour, on découvre des nouvelles choses. Donc, quelque chose qu'on croit vrai le jeudi soir en allant se coucher, le vendredi matin, finalement, c'est faux. Donc, c'est difficile d'anticiper. Pour moi, l'anticipation telle que je la connais, c'est plus que finalement ce que tu as appelé ta prévention. C'est le fait d'avoir un énorme réseau. Enfin, quand on est RSSI, il faut vraiment connaître beaucoup de gens, avoir un très bon relationnel, hein, parce que vous pouvez connaître les gens, mais si vous ne aimez pas, ils ne vous rendront pas service. Et voilà, parce qu'il faut décrocher son téléphone et trouver les experts pour intervenir. Peut-être que ces experts avec qui vous avez noué des liens, ce jour-là, ils seront sur le CRIS, parce que comme on le voit en ce moment, ce n'est pas une société qui est attaquée, il y en a 10 à la fois. Mais ils vont vous mettre en relation avec leurs amis, comme ça, vous allez rebondir jusqu'à trouver vraiment des bons experts. Il faut vous dire que vous avez 10 minutes pour les trouver. Donc, il faut que ça aille vite. Idéalement, sur toute la partie forensique, ça, on peut assez l'anticiper en travaillant avec les gens avec qui on a l'habitude de travailler. Souvent, par exemple, si on a des SOC managés, il faut créer des contrats aussi, souscrire à des contrats pour que le SOC soit disponible, les analystes soient disponibles immédiatement quand vous en avez besoin. Donc, n'allez pas prendre des analystes qui sont à 100 km, parce que quand vous avez une grosse crise, de toute façon, vous coupez tout, il faut venir sur site. Donc ça s'anticipe. Ensuite, après, c'est assez classique. Ce qui peut s'anticiper aussi, c'est les accès aux data centers. Parce que pareil, quand vous coupez tout, il faut aller dans les data centers. Donc, s'il est dans votre sous-sol, vous avez de la chance. S'il est un peu plus loin, il faut anticiper le transport, le trajet, anticiper sur toute la partie logistique, comment nourrir les personnes. Ça ne paraît pas comme ça, mais quand on est en crise, on ne s'arrête quasiment pas. Donc, il faut nourrir les personnes, il faut les loger. En gros, voilà, c'est assez difficile d'anticiper aussi parce qu'on ne sait jamais vraiment à quelle attaque on a subi et surtout comment on va réagir. Est-ce qu'on va être sur une sorte de rustine ou est-ce qu'on va tout reconstruire? Et selon le choix que vous faites, vous n'aurez pas besoin des mêmes experts. Et peut-être que vous allez avoir besoin d'un méga expert de l'AD que vous n'y avez pas pensé. Donc, ça aussi, c'est grâce au réseau. Il faut aller à beaucoup de groupes de travail, à des conférences, il faut rencontrer les gens et pas hésiter à prendre les cartes de visite et être culotté et appeler, même si vous l'avez vu qu'une fois. Justement, tu parles de ce rôle de RSSI dans la fonction anticipation et en même temps, le RSSI fait l'interface avec plusieurs parties prenantes, internes et externes, avec des attentes différentes.
Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, le RSSI, il est beaucoup sollicité en période de crise. Il va être à la fois sollicité forcément par la direction, hein. Comme je vous l'ai dit, eux, ce qu'ils vont vouloir savoir, qu'est-ce qui s'est passé, ils veulent savoir vite quelle réponse on va donner, qu'est-ce qu'il faut communiquer. Donc ça, il faut être capable de un peu les calmer, hein. Leur dire prenons notre temps, parce que communiquer trop vite, c'est mal communiquer. On va être aussi... il y a la direction qui va un peu mettre la pression. Beaucoup, vous êtes face aux clients aussi, qui vont s'interroger, parce qu'ils vont avoir peur que l'attaque les touche, hein, par rebond. Ils vont avoir peur que leurs données fuitées. Donc, ils vont pas mal vous solliciter. Là, pareil, il faut répondre avec précaution et surtout, il faut répondre en accord avec la stratégie de l'entreprise. Des fois, en tant que RSSI, on a envie de dire des choses que finalement, l'entreprise n'a pas envie forcément de révéler. Et tous ces gens, justement, qui mettent une pression, finalement, cette pression, elle peut, par transfert, aller jusqu'aux opérationnels qui, eux, sont en train de travailler dur pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et le RSSI, il faut vraiment qu'il fasse tampon. Il faut qu'il fasse comprendre à toutes ces parties prenantes de laisser les opérationnels travailler en paix et faire en sorte que cette pression n'arrive pas jusqu'à eux. Et après, en partie prenante, on va avoir, du côté juridique, effectivement, les autorités avec qui on collabore. Et donc, il faut les tenir au courant de l'avancée de nos enquêtes, leur envoyer la charge virale, enfin, voilà. Et puis, souvent aussi, beaucoup la communauté cyber. Beaucoup de RSSI vous contactent pour savoir ce qui s'est passé parce qu'eux aussi s'inquiètent, même si ce n'est pas forcément vos clients, ils s'inquiètent que peut-être ce groupe d'attaquants s'en prenne à eux. Donc, ils ont envie de connaître le chemin d'attaque, la backdoor, comment patcher, quels sont les indices de compromission. Et donc, vous n'êtes pas toujours autorisé à répondre, malheureusement. Marie-Odile, comment est-ce qu'on peut s'assurer de n'oublier personne, de n'oublier aucune partie prenante? On sent qu'il y a du vécu dans les pauvres têtes. Alors, comme je vous le disais en introduction, en fait, en gestion de crise, j'ai 5 gestes essentiels: organisation, qualification, prise de décision, communication, anticipation. Et autant il y a des choses, il faut les faire à chaud, on a vu sur la prise de décision ou l'anticipation, autant il y a des choses qu'on fait en prévention, comme le disaient Michel et Cathy, qu'on peut organiser avant. C'est les fameuses fiches réflexes, c'est réfléchir à qui on met dans la cellule. Et typiquement, pour moi, la communication avec l'identification des parties prenantes, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser à tête reposée en amont et de se dire, si j'étais confrontée malheureusement à ça, quels sont les gens avec lesquels j'allais devoir interagir. Donc, les cartographies des parties prenantes, on y travaille très souvent avec nos clients dans mon cabinet. Et en fait, on se dit, il y a 2 gros blocs, il y a l'interne et l'externe. Alors déjà, quand on parle de l'interne, naturellement, on pense aux managers et aux collaborateurs. Il ne faut pas oublier les IRP. Il ne faut pas oublier non plus les administrateurs. Vous avez un conseil d'administration, ne les oubliez pas. Ils sont toujours ravis de savoir un petit peu avant les autres ce qui se passe. Et puis après, effectivement, on regarde toutes les parties prenantes externes. Et là, bien sûr, vous avez vos clients, vous avez les médias, vous avez les autorités, et puis tout ce que j'appellerais les partenaires au sens large, que ce soit vos fournisseurs, vos prestataires de services, peut-être votre assureur, votre avocat, etc. Excusez-moi. Et puis vos actionnaires, ne les oubliez pas. Et ce qui me semble important, quelle que soit cette cartographie, c'est quand vous allez devoir communiquer, interagir avec vous, 2 mots d'ordre, c'est Guillaume Poupard, patron de l'ANSSI, qui dit souvent, c'est humilité et transparence. Alors, transparence ne veut pas dire naïveté, bien sûr. On sait qu'il y a des intérêts, et Cathy nous a un petit peu décrit un peu les pressions qu'on peut avoir de son management pendant une crise. Mais c'est important, voilà, humilité, transparence. Ne commencez pas à raconter des histoires différentes à l'un ou l'autre. Vous allez prendre des pieds dans le tapis avec un truc qui va partir. Et l'autre chose que je recommande, en dehors de cette cartographie des parties prenantes, pour n'oublier personne, c'est aussi commencer à drafter quelques éléments de langage.
Parce que moi, je vois trop souvent des cellules de crise. En plus, on est quand même dans un gros stress. On se dit, alors on écrit quoi, on utilise quel mot on n'utilise pas, etc. Donc, le fait d'avoir quelques éléments de langage, aussi bien sur les clés de compréhension, les mesures et la continuité d'activité, pour moi, c'est les 3 blocs essentiels. Il faut expliquer aux gens ce qui se passe, les mesures que vous avez prises, on a mobilisé les équipes, et en continuité d'activité, je suis client d'une banque, j'aimerais savoir si je peux continuer à aller à l'agence ou aller sur un autre site pour faire des transactions. Donc voilà, pour moi, c'est des choses clés, simples, encore une fois, simples. Moi, je ne suis pas pour les manuels à 1500 pages de processus, quelques fiches réflexes sur lesquelles on bosse avant le DDM. Ça me fait penser dans l'anticipation. Tout à l'heure, on a parlé du PCA qui, par hasard, le jour de la crise, ça ne fonctionne pas. Dans l'anticipation, c'est vraiment de faire des PRA, mais très dégradés, limite mode papier-crayon, pour pouvoir continuer les activités critiques. Et, aussi un exemple ça renvoie à l'idée du sergent tout à l'heure qui avait pu, pour l'exemple de Notre-Dame, intervenir, qui avait eu l'espace de le faire. Un exemple où un juriste avait fait une différence importante au moment de notre PETIA, quand le logiciel malveillant avait commencé à contaminer beaucoup d'ordinateurs dans le monde, en commençant par l'Europe et puis en progressant vers les États-Unis. Il y avait une entreprise qui avait été touchée, qui avait beaucoup d'activités aux États-Unis, et avec le décalage horaire, il se trouve que c'était encore le temps de ne pas allumer les ordinateurs ou d'éteindre ceux qui étaient allumés. Et en fait, c'est le juriste qui s'était dit, si jamais ça arrive aux États-Unis, je sais que si ça touche les États-Unis, il faut savoir qu'on a parlé de la grille tout à l'heure avec la CNIL, l'ANSSI et tout. Aux États-Unis, il y a autant de régimes d'obligation de notification que d'État. Donc en fait, c'est la catastrophe parce que là, je dois jongler déjà en France avec 4 délais. Là-bas, c'est 50 délais multipliés par 4, puisque à chaque fois, il y a le bancaire, la santé, le personnel et tout ça. Et donc, il avait dit, je ne veux surtout pas que ça arrive aux États-Unis, parce que sinon, le préjudice juridique il va être horrible. Et donc, c'est lui qui avait pensé à dire, faites-les fermer leurs ordinateurs, tout de suite dans l'anticipation, mais il avait eu l'espace de parler. Et ça, c'était essentiel. Effectivement. Donc, du coup, ma dernière question, elle est pour toi. On a parlé tout à l'heure de divergence entre les experts et les décideurs, mais parfois le décideur, il peut se retrouver face à des injonctions contradictoires. Il y en a un qui me vient particulièrement à l'esprit, c'est celui de payer ou pas la rançon, par exemple. Quel rôle la fonction juridique peut-elle jouer dans l'évaluation de ces demandes de parties prenantes ou face à des injonctions contradictoires dictées par la situation? Actuellement, je trouve que la situation, elle est pas satisfaisante dans ce cas-là. Par rapport au juridique, je trouve qu'il y a des choses qu'on doit vraiment régler, et c'est grâce au travail de recherche qu'on a fait sur le code de la cybersécurité qu'on s'en est aperçu, et après on a été demandé à des praticiens ce qu'ils en pensaient, et ils nous ont confirmé cette perception-là. Pour le moment, le juriste, quoi qu'il dise, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, tel que les choses sont actuellement, l'entreprise, elle va être attaquée, donc elle est victime, et systématiquement après, on va lui reprocher d'avoir été victime. Donc, on est victime et on est coupable d'être victime, et c'est horrible, parce qu'en fait… Responsable. Oui, mais en fait, dans la perception des gens, et c'est la perception qui compte, parce que juridiquement, si on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est normal qu'on doive payer ou réparer, c'est normal. Mais moi, je parle d'une perception presque en langage courant chez les gens, chez les clients qui se désintéressent de l'entreprise, chez les actionnaires qui fuient, chez les investisseurs qui s'en vont, chez toutes ces personnes-là, chez les régulateurs qui s'entraînent à nous. On se dit, mais pourquoi ne pas aller chercher les pirates Pourquoi aller chercher l'entreprise? Enfin, je veux dire… De toute façon, c'est un réflexe actuel de la justice française. Hein. La victime, c'est le bouc émissaire. C'est-à-dire qu'on préfère exonérer l'agresseur de toute faute et condamner la victime parce qu'elle est sous la main. Alors en fait, les services d'investigation ne s'abattent pas sur la victime, elles essayent justement d'aller chercher les vrais coupables. Mais dans la perception du public, dans l'opinion publique, et typiquement, moi, si tout à l'heure j'ai appris que Revolut avait été
victime d'un piratage. Je suis client Revolut, j'ai jamais été au courant. Et depuis tout à l'heure, je rumine en me disant, Ils auraient ils auraient dû me dire. Et je me dis, bah, quand je vais rentrer, Si je peux le si vous l'avez dit sur le coup, qu'est-ce que vous auriez dit? De faire mon compte et je vais rien. peut-être, mais là j'ai encore plus envie de faire mes mouvements parce que j'aurais préféré qu'ils me le disent parce que je pense que je l'aurais pu comprendre. Et d'ailleurs, on a des cas où la cyberattaque a été gérée d'une telle manière que l'entreprise en question est sortie gagnante grâce à cette communication. Je vous donne juste un cas et je sais que je suis en train de m'éloigner de la question que tu m'as posée, mais il y a cette entreprise qui s'appelle Anthem aux États-Unis. C'est un assureur de santé. Et en fait, ils ont les données de santé de 80 millions d'Américains sur 330, c'est quand même beaucoup. Et ils ont eu une fuite majeure parce que tout a fuité, tout. Sauf que, en fait, eux, première étape, ils ont alerté le FBI immédiatement. Le FBI leur a interdit de communiquer pour les besoins de l'enquête, ce qui fait que ça leur a donné du temps pour. On ne pouvait pas leur reprocher de ne pas communiquer puisque c'était interdit. Pendant ce temps-là, ils ont organisé tout un ensemble de systèmes de remédiation, de continuation d'activité, etc. Et en fait, le FBI les a félicités pour la gestion de la crise, si bien que en fait, le cours de l'action est remonté parce qu'ils avaient été félicités par le FBI, et ça leur a coûté 115 millions de dollars, ce qui peut paraître beaucoup, mais en fait, 80 millions de données qui fuitent et 115 millions de dollars, c'est 1,15 $ par donnée qui a fuité. Et la seule raison pour laquelle on leur a demandé de payer 115 millions de dollars, c'est parce que les données qui avaient fuité n'étaient pas chiffrées. Ils les auraient chiffrées, ils auraient payé 0, ils auraient même gagné de l'argent, tellement ils ont bien géré la situation de crise. Donc en fait, ça peut être un avantage concurrentiel ou même un avantage de pérennité, puisque tu en parlais tout à l'heure, François, de savoir bien gérer la crise et même si le fait d'être en conformité sur le plan juridique ne garantit pas que la cyberattaque n'arrivera pas, si je respecte toutes les règles du petit code rouge, je peux quand même être attaqué, mais si je les respecte toutes, je vais limiter considérablement le risque juridique et financier, et finalement c'est ça qu'on cherche. Je me suis un petit peu, j'ai un peu suivi le fil d'une pensée, Mais tu y réponds quand même, du coup, plutôt sur l'évaluation de l'impact, sur la protection finalement des actifs. Voilà, est-ce que c'est ça que en partie le conseil juridique doit faire sur cette évaluation-là? Oui, le conseil juridique il doit d'abord dire quels sont les frais qui vont tomber de toute manière. Ça, c'est quand on ne notifie pas la CNIL, la CIE, compagnie, ça, on sait qu'on va être tapé et on sait combien ça va coûter. Ensuite, il doit aider à faire prendre conscience aux différentes parties prenantes des risques qui sont encourus sur le plan réputationnel, parce que ça reste un préjudice juridique aussi, c'est financier, mais c'est aussi un préjudice juridique. Le préjudice opérationnel, l'arrêt des activités, bien sûr, ça, le juriste il doit pouvoir sensibiliser sur le montant, le quantum de tout ça. Le préjudice aussi qui vient de la chaîne d'approvisionnement, parce que si c'est passé par un prestataire de la chaîne d'approvisionnement, on ne peut pas toujours se passer de lui, donc il faut que le juriste explique comment on va pouvoir obtenir une réparation sans lui faire mettre la clé sous la porte. Et tout ça, il doit le faire avant, mais il ne peut jamais le faire seul. Et dans la cybercrise, moi j'essaie de plaider, mais en tout cas de mettre en valeur les bons juristes dans la gestion de crise cyber, c'est ceux qui sont presque, ils auraient leur bureau, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, Cathy. Ils ont un bon réseau, ils savent parler avec les gens, ils ont un bon relationnel et ils ne sont pas toujours en train de dire je détiens la vérité parce que je connais la loi. Ils sont capables notamment, ils sont capables de dire aussi parfois, et le général Bouger n'est pas là, heureusement, sinon je pense que je prendrais une grosse soufflante, mais en fait, porter plainte, c'est hyper important. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est une décision d'entreprise quand même, c'est pas obligé. Et de temps en temps, quand vous portez plainte et que vous savez que ça va arrêter vos machines pendant 3 semaines, il y a une petite décision à prendre. Est-ce que je porte plainte ou pas? Sur le plan opérationnel, ça se gère. Et c'est souvent le juriste et le directeur financier qu'on va voir pour ça, avec évidemment le directeur des opérations. Mais le juriste va pouvoir dire, OK, n'oubliez pas que ce n'est pas obligé de porter plainte. On vous le recommande. Mais là, il y a un arbitrage d'entreprise à faire en fonction de notre cas. Donc, des juristes qui ont cette connaissance opérationnelle et qui sont très copains avec le RSSI notamment,
vont pouvoir prendre de meilleures décisions que s'ils sont tout seuls dans leur bureau avec leur livre. Merci. On est un peu en retard, mais peut-être une ou deux questions. Est-ce qu'il y en a en ligne avant de passer la parole à monsieur? Bien sûr. Vas-y, ah, c'est gentil. C'est moi une question que je remarque. Pour votre deuxième biais cognitif sur la conformité, ça rejoint un petit peu ce que font les tribunaux rabbiniques qui annulent les décisions unanimes. Car l'unanimité, ça veut dire que soit les jurés, entre guillemets, sont influencés, n'ont pas travaillé le dossier, et donc ça, c'est quelque chose qui devrait être généralisé. Décision unanime, ce n'est pas quelque chose qu'il faut applaudir, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Et ça devrait être, je dirais, affiché par tous. On devrait s'inspirer de cette vieille tradition qui, à mon avis, est fondamentale pour avoir des décisions éclairées. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Monsieur? Oui, pour M. Séjean, vous disiez justement que le fait de porter plainte ou pas relève d'un arbitrage d'entreprise. Sauf qu'à l'instar du BI qui recommande à l'entreprise de devoir pas communiquer, est-ce qu'en France, justement, le fait de porter plainte ne donne pas justement du temps supplémentaire à la structure pour commencer à s'organiser vis-à-vis de ses actionnaires, vis-à-vis de ses partenaires, de ses employés, de ses créanciers, le temps que la gendarmerie ou les autorités investiguent et mettent en cause ou pas en cause la structure. Absolument, et merci de m'avoir posé la question, parce que je ne voudrais pas donner l'impression que je recommande de ne pas porter plainte. je recommande évidemment de porter plainte, notamment pour cette question-là, qui fait que pour les besoins de l'enquête, on va vous imposer parfois de ne pas communiquer, ce qui va vous donner du temps pour vous organiser, être un peu plus à froid, ne pas être dans voilà, cette précipitation et ce stress. Et donc, c'est effectivement très important de porter plainte. Tout ce que je voulais indiquer cependant, c'est qu'il arrive des cas, et ça dépend aussi de la gravité de l'incident de sécurité, qui n'est pas toujours une cyberattaque, et il arrive des cas où, moi je connaissais un RSSI de Grenoble Métropole, et lui, au départ, il voulait porter plainte à chaque chose qui arrivait, et les gendarmes lui ont dit, bah, écoutez, voilà, votre bureau est là, on va vous laisser venir tous les jours. Il venait tous les jours, il venait toujours pour porter plainte. C'est Grenoble. Parce que si jamais Monsieur cyber, est-ce que le nerf de la guerre, c'est pas le temps? Si, mais justement, je pense que la décision parfois de ne pas porter plainte et qui doit rester très minoritaire, parce que je pense que ce n'est pas le principe, c'est plutôt l'exception, elle se justifie aussi pour des raisons de temps. C'est-à-dire que si mes chaînes sont immobilisées pendant 3 semaines, alors que c'est une cyberattaque d'une gravité dont je peux m'accommoder, oui, j'ai pas 3 semaines à perdre. Donc, en fait, je suis d'accord avec vous, la variable principale, c'est le temps et tout ce qui en découle. Le temps et potentiellement le moral des troupes si les chèques sont arrêtés pendant 3 semaines, ce qui est aussi un risque RH dont on n'a pas parlé. Et quand votre entreprise est victime d'une cyberattaque, les grands cadres, très souvent, ils ne veulent plus travailler dans une entreprise qui a été attaquée. Ils s'en détournent, ils se disent, en fait, je n'ai pas aimé cette expérience pendant 3 semaines, jour et nuit, j'étais sous stress, j'ai fait plein d'heures sup. Au passage, les heures sup, c'est parmi ce qui coûte le plus cher dans une cyberattaque. Et donc, je préfère aller être chassé par un grand groupe qui a une meilleure image. Et c'est donc un risque RH qui est hyper difficile. Monsieur. Juste une question, est-ce qu'il y a équivalence entre notifier les autorités d'une attaque et porter plainte? Non, c'est 2 choses différentes. Porter plainte, on doit notifier les autorités, on doit le faire. Si on ne le fait pas, on prend une amende. C'est une obligation. Porter plainte, c'est un choix et c'est une décision d'entreprise. En portant plainte, on saisit le procureur de la région où on se trouve, et si c'est une attaque par ransomware, on saisit le procureur de Paris, avec la section spéciale pour les cyberattaques. Et à ce moment-là, lui, il pourra lui-même décider s'il va classer sans suite ou s'il va poursuivre. En général, il va poursuivre, et puis lancer toutes les investigations qui vont avec, mais ça reste un choix de l'entreprise. Vraiment,
vais dire heureusement que, mais je ne sais pas ce que ça serait le présent s'il y avait des plaintes pour chaque cyberattaque, y compris les minimes qu'on arrive à résoudre. Je pense qu'on n'est pas configuré pour ça. En revanche, les notifications, c'est si sur les grandes attaques, on a quand même la chance en France, sur les grandes attaques qui vont concerner une OIV ou ce genre de choses, l'ANSSI est très rapidement déclenchée. Alors après, ces entreprises OIV ont des certes, et il y a une vraie décision concertée qui fait qu'on temporise pour des questions d'enquête et que ensuite la suite à donner sur la plainte, elle est prise en concertation, mais les entités, les structures type ANSSI sont conseillères d'y aller. Mais par contre, il est clair que faire le malin, les fondios à la mode, je porte plainte dans les minutes qui suivent, attention, c'est ça peut être très pénalisant, ça peut être totalement contre-productif. Donc après, pour l'avoir vécu, c'est assez intéressant après d'aller prévenir 3 semaines, 4 semaines après, en l'occurrence le client, pour lui dire vous avez ri, je ne suis pas sûr que vous avez ri, mais on a eu ce problème-là il y a 3 semaines. C'est parti, ça aussi en termes de communication, c'est pas complètement évident. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Est-ce que le fait de simplement notifier, comme c'est la loi, fait que l'autorité à qui on notifie dit je déclenche quelque chose que vous ayez porté plainte ou pas? Parce que notifier, je ne suppose pas que vous le portez plainte. Alors, c'est pallié, mais quand même, quand on est un OIV, mais bon, Oui, c'est. mais quand on est un OIV, bien sûr, tous les circuits sont liés. Et puis, on est obligé de prévenir l'ANSSI, et l'ANSSI, ensuite, elle a ses entrées, elle a des circuits préférentiels, évidemment, pour saisir les services de la justice. Ça se fait très naturellement. Oui, enfin, je veux dire, c'est des. Pour une PME, une collectivité locale ou territoriale, est-ce que ça se fait. Est-ce qu'on laisse faire Non, il ne faut pas laisser faire. C'est 2 choses distinctes. Notifier, c'est une chose, et porter plainte, c'en est une autre. Et ce n'est pas parce qu'on notifie que la plainte va suivre. Voilà, c'est 2 démarches séparées. Mais ça, évidemment, alors là, faut que je rejoins le général Boger, quand on appelle le 17, ils vous le disent, en fait. Parfois même, au 17, quand on tombe sur un très bon et il y en a de plus en plus, ils vous disent, n'oubliez pas vos obligations de notification. Ce qu'il y a, c'est qu'une lettre de notification, ce n'est pas juste un email, ça se prépare, il y a des mentions obligatoires dedans, il faut les avoir préparées, et je rejoins ce que tu disais, Marie a dit tout à l'heure, les éléments de langage, il faut les préparer. Les lettres de notification, il faut qu'elles soient prêtes aussi, bien avant, parce qu'on n'a que 72 heures pour les faire, voire même dans certains cas, c'est immédiatement et sans délai. Et plus vous allez tarder à le faire, on va s'en rendre compte rétroactivement, plus les autorités seront strictes avec vous. Donc il faut que tout soit prêt dans l'organisation avant. J'ai accompagné, c'était l'hiver dernier, une grande école qui s'est fait attaquer. Et puis, bon, c'était un jeudi soir. Et le dimanche après-midi, le DSI me dit au fait, Marie-Odile, tiens, j'ai oublié de prévenir la CNIL. Je lui ai redit 3 fois, mais dans le stress et la fatigue, encore une fois, il ne faut jamais juger les gens. Et bien, je lui dis oui, ouais. Et il me dit on fait comment? Et voilà. Et donc, il n'avait pas du tout à froid regardé le lien vers le site ou le formulaire papier s'il avait même plus son smartphone perso. Et il n'avait jamais regardé un peu les rubriques à remplir, pensé aux réponses qu'on pourrait faire dans cette première déclaration. Et donc, dans la fatigue et le stress, c'est un peu la cata. Bon, donc, du coup, je lui ai un peu mis la main pour l'aider, c'est pas trop longtemps que cabinet. Mais voilà, donc effectivement, excellent conseil de regarder un peu en amont à quoi ça regarde une prédéclaration à la CNIL. Ça vous évitera le jour J de dire là, je. Et tout est sur leur site en plus. Oui, c'est très bien. Sur ce, merci beaucoup.